L'Azerbaïdjan, entre Europe et Asie, ancienne étape de la route de la soie, est la plus vaste des républiques du Caucase. Le pays a ses frontières avec l'Arménie, la Turquie, la Géorgie, la Russie et l'Iran. Sa capitale est Bakou, sur la mer Caspienne, où furent découvertes des richesses pétrolières dès la fin du 19e siècle par la Russie, faisant de Bakou le premier producteur mondial de l'or noir. Aujourd'hui, la ville a pris un nouveau visage. Véritable locomotive moderne du Caucase, elle a fait peau neuve grâce à l'extraordinaire flambée de l'or noir qui servit à toute la population azérie. Mais pour témoigner de son dynamisme, Bakou s'est aussi lancé un défi un peu fou dans le domaine des sports cette fois. La capitale recevra les premiers Jeux olympiques européens en juin 2015. Le fait d'accueillir ces Jeux est très important pour Bakou. C'est aussi important pour l'Azerbaïdjan. Parce que ce sont les premiers Jeux européens. Et Bakou a posé sa candidature pour accueillir les Jeux olympiques en 2016 et 2020. Pendant le vote, l'argument principal contre notre candidature était le fait que nous n'avions jamais organisé de Jeux complexes à Bakou. Si nous organisons ces premiers Jeux européens, nous pourrons enfin démontrer au monde entier, démontrer au Comité international olympique que nous sommes capables d'organiser des Jeux olympiques. Tout cela veut dire que ces Jeux sont très importants pour nous et pour notre pays. Et puis tout d'un coup, il nous est venu à l'esprit qu'il y avait énormément de travail à faire en très peu de temps. Parce qu'on a demandé à Bakou d'organiser cet événement dans un délai de seulement 30 mois. Tandis que normalement, une ville et un pays qui accueillent les Jeux olympiques ou les Jeux olympiques d'hiver ont une période de préparation de 7 ans. Sacré challenge, tout était à faire. Comme ici au stade olympique, 68 000 places en 16 mois de construction seulement. Après les Jeux s'organiseront des concerts et des matchs de foot. Il faut penser à l'avenir de ce grand stade national. En premier lieu, nous avons les cérémonies d'ouverture le 12 juin, suivies de 2 journées d'athlétisme le 21 et le 22 juin, puis nous revenons au stade pour les cérémonies de clôture qui auront lieu le 28 juin. L'Aquatic Palace fait également partie de ces réalisations extraordinaires. Ici est construite la première piscine de ce genre du pays, mais aussi la première olympique dans cette région du monde. Nous nous trouvons actuellement au Palais Aquatique, un complexe couvert de 6 000 places avec des piscines, qui a été construit selon les critères internationaux et ceux imposés par la FINA. Dans le complexe, il y a une piscine d'entraînement de 50 mètres, qui peut être divisée en 2 piscines de 25 mètres et qui convient à la natation synchronisée, au water-polo et aux cours de natation. Nous avons une piscine de compétition de 50 mètres et un bassin de plongeon de niveau international. Les moyens mis en œuvre sont colossaux, mais cette jeune nation compte déjà tellement d'athlètes de haut niveau que rien n'est trop beau pour promouvoir le sport, véritable vitrine de la compétitivité du pays. Mon but est d'exécuter une bonne performance. Je veux que tout le monde nous applaudisse avant et après. Aux Jeux européens, je voudrais atteindre la finale. Puis, il y aura le championnat du monde et je veux me qualifier pour les Jeux olympiques mondiaux et bien représenter mon pays. Direction la salle d'entraînement des lutteurs, le sport roi en Azerbaïdjan. Un sport de tradition, celui qui a sorti le pays de son anonymat voici quelques décennies avec une kyrielle de champions qui ont brillé sur les podiums du monde entier. Elle s'appelle Maria Stadnik, née en Ukraine, médaillée olympique. Lui, c'est Elshan Bayramivo, pas loin d'être le meilleur lutteur mondial. En 2008, j'ai été en 3e position aux Jeux olympiques de Pékin.
et deuxième en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. Maintenant, il me reste la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio pour compléter ma collection. J'ai au moins 2 entraînements par jour. Parfois, je fais aussi des exercices physiques le matin. La lutte est un sport très développé en Azerbaïdjan. C'est une sorte de sport national. Tous les garçons font de la lutte ici. Et c'est le sport préféré du pays. Alors le ministère et le pays font de leur mieux pour développer ce sport. Ces Jeux ont lieu en Azerbaïdjan pour la première fois. Nous espérons vraiment gagner un maximum de médailles aux premiers Jeux européens organisés chez nous. Et comme d'habitude, c'est la lutte qui se distinguera par le nombre de médailles gagnées. Ces premiers Jeux olympiques européens n'incluent pas le football. Pourtant, ce dernier reste un fer de lance en Azerbaïdjan, puisqu'il est le sport le plus populaire, comme dans beaucoup d'autres pays. C'est un excellent moyen de rassembler toutes les cultures du monde entier en Azerbaïdjan. Parce que l'Azerbaïdjan est un pays musulman et il ne se présente plus de la même façon. Il est intégré. Il s'est intégré dans le monde. Il ouvre ses bras au monde. Il dit « Venez, laissez-nous nous rencontrer, voir les capacités de l'autre par le sport, par l'action. Laissez-nous dialoguer. » Et je trouve beaucoup de sens dans tout cela. On s'est dit, si nous parrainons ce club, si le nom de Karabakh ne représente plus la défaite, la perte, mais la victoire, un endroit où on sent la joie d'exister, c'est bien. Parce que tout compte fait, nous, les êtres humains, on ne se définit pas par le territoire. On ne devient pas plus petit lorsque l'on perd le territoire et on ne grandit pas lorsque l'on gagne du territoire. Ce n'est pas la place qui nous définit, mais la place dans nos cœurs. Et nous voulions créer le club de foot de Karabakh pour nous réintégrer, pour apporter un message de paix à tous nos voisins, à l'Europe et au monde entier. Nous représentons ce pays pour donner de l'espoir et le sens d'exister, et surtout un bel avenir pour toute notre population. Pour découvrir l'Azerbaïdjan lorsque vous serez à Bakou pour ces premiers Jeux européens, il n'est pas inutile de pousser la porte d'un musée, celui du tapis. Réputés dans le monde entier, les tapis azéris sont cités dans de nombreux récits de voyages du Moyen-Âge et des siècles suivants. Directement issus de la tradition nomade d'Asie centrale, les tapis ont peu à peu pris un rôle décoratif. Le but de notre musée, c'est de créer un lien entre cette source d'histoire et la vie moderne. C'est pourquoi nous avons organisé plusieurs programmes. Notre exposition commence par l'évolution de l'art des tapis azerbaïdjanais. On appelle ces tapis les tapis Roussouf. L'art des tapis azerbaïdjanais existe depuis 3000 ans et nous suivons la trace de cette histoire dans nos expositions. Cet art national est le patrimoine culturel le plus important de notre peuple. Et on peut suivre l'histoire de l'Azerbaïdjan dans ces tapis. Le tapis accompagne le peuple azerbaïdjanais depuis des milliers d'années. Et il a toujours donné à nos maisons du confort, de la beauté, du charme et de la chaleur. Cet art représente incontestablement une partie importante de notre histoire artistique. Grâce à la route de la soie, quand l'Azerbaïdjan était situé sur la route de la soie, nous avons été imprégnés par plusieurs cultures. Par exemple, pour la soie, nous avons été influencés par la Chine, entre autres, mais ce n'est pas seulement le tissu, mais aussi du point de vue de la religion. Nous avons un beau phénix ou peut-être des pans. Ce sont les symboles d'autres adorateurs étrangers. Et ces tapis de prière portent les symboles de l'islam. Ils sont beaux. Ce sont les tapis utilisés par les musulmans quand ils prient 5 fois par jour Allah.
Nous avons une université qui se spécialise dans cette tradition de fabrication de tapis et qui recherche chaque motif, chaque école, chaque technique. Et nous avons aussi l'exposition pour les enfants, le musée des enfants, où ils dessinent des petits tapis en couleur devant leurs parents. Une autre pratique hautement reconnue est celle de l'opéra. En Azerbaïdjan, elle témoigne de cette culture azérie résolument tournée vers l'Europe et l'Asie. Elle renseigne aussi sur les folies du 19e siècle orchestrées par les seigneurs du pétrole, comme les frères Mailov qui érigèrent l'opéra municipal en un an pour accueillir la soprano russe Antonina Nezdanova. Aux côtés de l'opéra classique allemand ou italien, il y a aussi le chant traditionnel azéri, le Mugam. Mansoum Ibrahimov est chanteur de Mugam et professeur au conservatoire. Une véritable star, une icône populaire adulée par son public. Il y a 7 catégories principales de Mugam. Un maître donne cours de Mugam à son élève. Le Mugam est une philosophie et fait partie de notre vie. Il reflète toute l'histoire des Azerbaïdjanais. Il y a beaucoup d'œuvres basées sur le Mugam. Par exemple, notre compositeur de génie, Uzeyir Aljibayov, a composé l'opéra Leyli et Majnoun en 1908 à l'âge de 22 ans. Il consiste en un mélange de Mugam et de musique classique européenne. Et le scénario vient du poème Leyli et Majnoun, écrit par notre poète classique, Mohammad Fouzouli. Uzeyir Aljibayov a composé une très belle œuvre, et on peut dire que l'histoire d'amour en Europe est Roméo et Juliette, et Leyli et Majnoun est l'histoire d'amour à l'Orient. Un centre dédié au Mugam et aux instruments traditionnels a été ouvert à Bakou. Il célèbre cet art qui laisse une place prépondérante à l'improvisation et qui se transmet oralement par divers maîtres au fil des siècles. Depuis l'indépendance du pays en 1991, on assiste à un renouveau du Mugam. Il est l'une des valeurs culturelles, la base de l'identité nationale du peuple. Il a été classé patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Sur 9 hectares de parc, des formes ondoyantes donnent le dernier trait d'un visage futuriste à la capitale Bakou. Le centre culturel Heider Aliyev est un étonnant complexe. Comprenant un centre de congrès, un musée interactif retraçant l'histoire du pays et ses influences culturelles, une bibliothèque, mais aussi une salle de concert.